Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live de la Foire du Livre. Aujourd'hui, nous recevons une autrice et dessinatrice qui a décidé de raconter ces histoires de femmes que l'on tient éloignées de la connaissance de leur propre corps. Bonjour Florence Dupré-Latour. Bonjour. Et bienvenue dans ce live. Alors dans votre série Pucelle, vous faites voler en éclats le plus grand tabou de votre enfance, la puberté et les dégâts suscités par les interdits, puisque dans votre famille, Florence, on ne parle pas de sexe. Papa travaille, maman s'occupe des enfants et toute la famille va à l'église puisque la religion est omniprésente. Mais dans cette famille, il y a vous et le silence. Ce silence qu'on vous impose et qui a développé en vous un imaginaire sombre et angoissant où la sexualité est un mal. Alors quel a été le déclic qui vous a poussé à prendre vos aquarelles, à prendre la plume et à faire ce travail autobiographique ? J'ai toujours su que j'allais raconter mon histoire. Donc j'avais des souvenirs qui étaient omniprésents, qui étaient toujours sur le devant de la scène, qui m'habitaient, qui me hantaient. Mais quand j'ai commencé à dessiner et à faire mes premiers albums, j'ai senti que le moment n'était pas le bon pour raconter frontalement ces souvenirs, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'avais pas suffisamment de recul sur mon histoire personnelle et je n'avais pas les bons mots. Je vais reparler de la question du langage qui est omniprésente. Bien sûr. Ou du non-langage. Bon, vous parlez du silence, ça en fait partie. Donc j'avais pas les bons mots, j'avais pas le ton juste également. J'étais pleine de colère, mais cette colère, elle était pas formulée, elle était assez nébuleuse. Et elle formait une masse avec beaucoup d'énergie, mais que je ne pouvais absolument pas contrôler. Donc j'ai décidé par intuition, c'était pas vraiment un choix délibéré, c'était plutôt un choix intuitif, de partir dans la fiction. Et si on lit mes albums précédents de fiction, on va retrouver les mêmes thématiques racontées sous la forme de contes un peu psychédéliques, mais on va pouvoir retrouver tout ce que je raconte maintenant de manière autobiographique, frontale, voilà, sans filtre. La deuxième raison, c'est que je me sentais pas tout à fait armée pour bien raconter. Parce que voilà, l'écriture, ça s'apprend, c'est un cheminement qui est long. Et j'avais pas envie de mal raconter ces souvenirs qui sont extrêmement précieux, bizarrement. Ce sont des souvenirs qui sont ambivalents. Et intimes. Intimes, oui, intimes. Mais ambivalents, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait souffrir. Certains ont été très joyeux, mais ils ont justement cette dimension de trésor personnel extrêmement précieux. Et je voulais bien les raconter. Et il me fallait bien sûr avoir un cheminement d'écriture qui me pousse à avoir une écriture qui me convienne, qui me satisfasse. Et le déclic, il s'est passé quand ? Comment ? C'est plutôt un déclic, une maturité d'écriture et une maturité de vision de mon histoire personnelle, donc vers 35 ans. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait remonter les sentiments de la petite fille et non pas de l'adulte ? Comment est-ce qu'on parle comme une enfant ? Comment est-ce qu'on se plonge là-dedans ? Comment est-ce que vous avez travaillé ? Alors j'ai une approche particulière, justement. Vous parlez de la petite fille, la manière dont elle va s'exprimer. Ça, je le traduis par le dessin. J'essaye de retrouver non pas la réalité des souvenirs, ça n'existe pas. Ce rapport au réel, il est impossible à retranscrire. Puisque, bien sûr, je n'ai pas le souvenir exact de ce qui a pu se passer il y a 15 ans, il y a 20 ans, ni le souvenir exact de qui a dit quoi. Donc tout cela est recomposé, avec une autre recomposition qui est celle de l'écriture, avec des choix que je fais qui, finalement, m'écartent du réel. Mais j'ai le souvenir de mes sensations. Ça, des sentiments, des émotions. Voilà, qui restent très présents et très précis. Et je vais pouvoir en tout cas, je choisis de les retranscrire par un travail des expressions plutôt excessif de ce personnage de petite fille qui va être très grimaçant. On va pouvoir retrouver une famille de dessinateurs et de dessinatrices qui travaillent l'expressivité. Je vais pouvoir citer Claire Bretéché, je vais pouvoir citer Marion Montaigne, Reiser. C'est toute cette école qui travaille le dessin de cette manière-là. Et pour moi, c'est une façon d'être réaliste, bizarrement. Parce que, évidemment, c'est ces personnages grimaçants avec des yeux
qui sortent de leurs orbites. On va les loucher aussi du côté du manga avec Dragon Ball, qui sont des influences également personnelles. C'est absolument pas réaliste dans la traduction des êtres vivants. Regardez, je me suis pas en train de grimacer. Pas encore. Beaucoup. Voilà. Mais c'est pour moi une façon d'être réaliste dans ce que vivait cette petite fille. Donc, et entre le dessin et l'image, comment vous jouez cette alchimie? Qu'est-ce qui vient en premier? Là, c'est une composition qui avance, parfois par le dessin, parfois par l'écriture, et qui est surtout faite de réécriture. Je réécris beaucoup avant d'être satisfaite de ce qu'on appelle le découpage. En revanche, le dessin, je souhaite qu'il reste spontané. D'ailleurs, j'ai un dessin qui est très mouvant. Je dessine jamais mes personnages de la même manière. J'ai un rapport à la vie dans mon dessin qui fait que je suis très attachée au fait que ce dessin traduise une énergie et qu'il ne soit pas figé. Il y a des auteurs que j'admire beaucoup par ailleurs qui, eux, vont toujours redessiner de la même manière, avec les mêmes proportions, la même justesse de proportion, les personnages. C'est pas du tout ce que je vais chercher. Et ça se sent. Et alors, je reprends une phrase qu'il y a dans le nouveau qui va sortir, donc confirmé. Vous dites que trop d'ordures s'entassaient dans votre jardin intérieur et qu'il fallait leur donner forme. Quand est-ce que c'est venu ça? Racontez-nous. Grâce à ma mère, nous avons beaucoup dessiné enfant. Mais à l'adolescence, en général, on s'éloigne du dessin qui est considéré comme enfantin. On va se mettre à dessiner bien, de manière adulte, c'est-à-dire en construisant parfois à la règle, en étant proche du réel, ce qui donne souvent des dessins extrêmement comiques parce que très maladroits. Et cette liberté du dessin, on la retrouve plus tard. Et donc, comme vous le dites, j'avais des choses qui s'entassaient, des angoisses, je vivais des choses violentes et je les ingurgitais. Mais elles n'étaient pas digérées. Donc elles restaient là. Et je n'avais pas les mots pour pouvoir dire, par exemple, ce qui est le cas aujourd'hui, donc les générations actuelles ont plus de chance, eh bien que je vivais du harcèlement de rue. Le mot n'existait pas et donc le harcèlement de rue n'existait pas. Mais j'en souffrais quand même. Cette souffrance, elle était réelle. Et elle était omniprésente. Et petit à petit, toutes ces douleurs, ces difficultés de la vie de jeune fille, j'avais des douleurs de règles qui étaient extrêmement importantes, extrêmement graves, et qui aujourd'hui sont nommées. Et donc, cette espèce de château intérieur qui se construisait pierre par pierre, c'est des pierres noires, des pierres néfastes, eh bien il fallait que je puisse l'évacuer d'une façon personnelle, avec mes propres moyens. Ça ne pouvait pas être les mots, il n'y avait pas de mots. Et donc c'était le dessin. Ça a été le dessin qui est un langage sans mots. Donc c'était Mais qui est un langage? C'est un langage, bien sûr. Donc j'ai commencé comme ça vers 16 ans à redessiner, à faire ressortir avec ce nouveau langage. Et qu'est-ce que vous dessiniez? Je dessinais des monstres, mais des monstres polis et avec un sourire gentil. C'est ce que je vivais dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire des rapports qui étaient censés être amoureux, avec de la violence. Donc cette contradiction était effective. Je vivais également des choses violentes avec mes parents. Je leur en veux pas, voilà, je comprends d'où ils viennent aussi, qui étaient censés être des gens qui protègent les enfants, et il y avait toujours cette ambivalence de la violence avec amour. Donc ça se traduisait par des monstres souriants et gentils. Et qu'est-ce qui s'est passé en vous quand vous avez pu avoir cette espèce de catharsis, ce moyen en tout cas de sortir, de dessiner? Est-ce que c'est le dessin qui est venu à vous, ou est-ce que c'est vous qui êtes venu au dessin? Non, j'y suis allée moi-même. J'y suis allée de moi-même. Je pratiquais aussi le théâtre, qui aurait pu être une possibilité pour moi d'expression. Mais qui, étant donné que j'étais plus interprète de texte, me convenait pas pour cette raison-là.
Et j'étais extrêmement mutique aussi, et j'aimais beaucoup ce rapport au silence qu'offre le dessin. Et je me sentais plus à l'aise dans ce langage-là, dans cette expression, qu'avec le théâtre. Est-ce que vous montriez vos dessins? Ou c'était vraiment quelque chose entre vous, quelque chose de profondément intime Oui, je pouvais montrer mes dessins, qui souvent m'étaient mal à l'aise d'ailleurs. Et intéressant. Alors justement, on parle de ces dessins. Alors dans ce livre, vous dessinez, mais vous dessinez aussi votre famille. Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour dessiner sa famille? Comment est-ce qu'on arrive à s'émanciper à prendre une espèce de liberté dans le trait? Comment ça se passe? Eh bien, il faut s'en détacher le plus possible. Comme je vous l'ai dit, j'ai un dessin qui est plutôt caricatural, et dans cette caricature, eh bien, je peux m'autoriser à justement ne pas être trop proche du réel, et à m'en éloigner, et donc à pouvoir mettre une distance entre mes vrais parents, leur représentation, mes vrais frères et sœurs, et une représentation plus symbolique. Quelle a été la réception de votre famille? J'imagine que c'est pas simple. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que eux ont ressenti en lisant, en se voyant? Alors le le rapport à la famille, il est toujours complexe, hein, quand on aborde l'autobiographie. Il y a des auteurs qui vont avoir... chaque auteur a son éthique. Et tout dépend, bien sûr, de son ressenti personnel, à quel endroit on place cette éthique-là. Moi, je sais que mon éthique, c'est de ne jamais montrer mon travail à ma famille, de manière à ce que personne ne puisse rien me dire. Ça me plaît pas, nanani, nanana, non. C'est une éthique violente, j'en ai conscience, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Donc c'est mon curseur, et certains vont avoir d'autres manières d'aborder les choses. Il y a des auteurs qui vont tout le temps montrer. Et ça fait pas des meilleurs livres, hein, c'est pas ce que je dis. Mais le processus n'est pas le même. Le processus n'est pas le même, et on raconte pas les mêmes choses. Et alors pour cette série, vous avez choisi l'aquarelle, une forme de transparence, de légèreté. Pourquoi avoir choisi l'aquarelle? Parce que le sujet était lourd. Et le sujet était lourd, et l'aquarelle, justement, comme vous le dites, avec cette légèreté, cette approche très douce de la couleur également, que je place. J'utilise beaucoup le rouge et le rose, oui. Pour deux raisons. Mais cette légèreté, elle me semblait nécessaire pour justement aborder des sujets assez lourds et assez graves. Et justement, cette omniprésence du rouge, le sang, les règles, vous en avez parlé, un sujet particulièrement fort dans cette œuvre. Qu'est-ce que vous avez ressenti en utilisant ce rouge? Alors, c'est un rapport à la chair. Je pense que toutes les femmes ont cette thématique très importante de l'incarnation de la sensation d'être une femme. Ça passe d'abord par la chair et le corps, parce qu'elles souffrent. Et on leur apprend à souffrir, et on leur dit que ça n'existe pas, et que ce n'est pas grave, et que c'est normal. Donc le rapport à la chair, il est omniprésent. Il est vraiment omniprésent, et donc cette couleur rouge était nécessaire pour pouvoir bien raconter ce rapport à l'incarnation. Et le rose, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Le rose, c'est la petite fille. Et c'est la petite fille, c'est le rose, c'est la couleur qu'on lui impose. Et donc autant s'en emparer pour brandir cette couleur et en faire autre chose cette fois-ci. C'est une couleur que vous appréciez personnellement? J'adore le rose. J'aime énormément le rose. Après l'avoir méprisé pendant des années. Très bien. Alors, j'avais envie de vous demander, parce que évidemment, écrire, c'est pas toujours simple, surtout que là, vous parlez quand même de violence, d'une violence que vous avez personnellement ressentie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette série? Rien. Non, pas de difficulté, ça a été fluide. Bien sûr. La seule difficulté que je peux rencontrer, c'est celle de l'écriture. Bloquée sur une scène ou des mots qui me semblent mal trouvés, et tourner autour d'une scène qui ne fonctionne pas. Ça, c'est difficile, oui. Être déçu par son écriture. Qui est votre premier lecteur ou lectrice? C'est moi. C'est vous? Oui. Et ensuite, vous le mettez dans quelle main À ma sœur jumelle. Donc Bénédicte. Ouais. Tout le monde est d'accord avec ça. Voilà. Bénédicte qui lit et qui ressent
Et qu'est-ce qui se passe avec... comment est-ce qu'elle vit votre œuvre? Elle est très fière et elle m'encourage. Après, c'est une personne avec qui je parle énormément d'écriture, donc on est en terrain commun, et puis c'est particulier, les frères jumeaux, les sœurs jumelles. C'est comme si je m'adressais à un miroir légèrement déformé. Il y a quelque chose de viscéral. Oui. Et il y a une confiance totale. On est au-delà de la confiance. On est dans un rapport... c'est une partie de moi-même, donc je peux... Quelle est sa vision? Est-ce qu'elle ressent des choses que vous partagez? Est-ce que de cette œuvre-là est née peut-être des rencontres ou des choses que vous ne soupçonniez pas, de parce qu'elle pouvait vivre et sa vision à elle, son prisme? Oui, bien sûr. Bizarrement, c'est ma sœur jumelle, mais j'ai entretenu avec elle des rapports taiseux, de non-dits également, très importants. Donc le non-dit, bon, il est familial, bien entendu. À propos de certaines thématiques, la sexualité en particulier, mais c'est un non-dit plus vaste en réalité. Très bien. Alors le rapport au corps, les transformations du corps, c'est quelque chose dont vous parlez. Comment est-ce qu'on croque? Comment est-ce qu'on dessine? Comment est-ce qu'on parle de ces transformations corporelles? Mais avec plaisir, avec ironie, avec sarcasme. C'est très très amusant d'utiliser le dessin pour montrer ces transformations qu'on ressent quand on est ado. On a l'impression d'être monstrueux, il y a le nez qui pousse, tout nous semble répugnant, hein. Moi j'ai des souvenirs très précis de la petite fille qui découvre cette horreur, c'est-à-dire 3 tout petits poils noirâtres, et elle ressent vraiment un dégoût profond, non pas pour le corps lui-même, mais pour l'idée de devenir adulte. Et cette idée de devenir adulte, parce que la petite fille ressent... Alors je parle à la 3e personne, quand je parle de cette petite fille qui est dans ce livre. C'est moi, mais bon, c'est un moi à distance. Et donc, cette idée de devenir adulte, pour la petite fille que j'étais, c'était absolument insupportable, parce que je savais que c'était le début des vraies emmerdes. Et pour longtemps. Alors vous parlez justement de cette 3e personne et de c'est moi, mais ce moi à distance. C'est quoi ce moi à distance? Comment est-ce que vous pourriez le définir? Eh bien, c'est une reconstruction, comme je l'ai dit dans l'écriture, mais également dans la mémoire. La mémoire, c'est un mécanisme qui fait en sorte de nous raconter à chaque fois une nouvelle histoire. Et on a beau, c'est vrai, ressentir des émotions du passé, mais bon, les recherches sur la mémoire nous apprennent que même ces émotions-là peuvent être remodifiées. Oui. Donc voilà, le rapport au réel, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, il est toujours trouble. Et même si, bon, tout ce que je raconte, je l'ai vécu, bien sûr, la question du réel, elle est toujours faussée. Et alors j'imagine, parce que c'est comme tout, c'est comme tout travail, il y a un avant, un après. Qu'est-ce qui s'est passé après l'écriture de ce premier, le dessin de cette série? Qu'est-ce qui a changé en vous? Alors c'est très curieux, parce que ces souvenirs qui sont donc extrêmement précieux, qui étaient comme dans un théâtre, c'était les acteurs principaux qui me hantaient, ils étaient là tout le temps. Eh bien, ils sont devenus, une fois que les souvenirs étaient écrits et publiés, ils sont passés en arrière-plan. Ils sont devenus des personnages secondaires de l'histoire, et pour même petit à petit devenir presque du décor. Et comme une sorte d'apaisement ou... Oui, bien sûr. Alors un apaisement, disons que ça laisse de la place à des nouveaux souvenirs plus récents. Comment vous expliquez ce tabou autour de la sexualité dans votre famille? C'est pas parce que cette famille était particulièrement religieuse, particulièrement bourgeoise, qu'on ne va pas avoir des tabous autour de la sexualité dans d'autres familles. J'ai des amis qui sont athées, qui sont même avec des mères féministes, et qui ont ressenti la même chose. Bon, après, c'est vrai que c'était assez cristallisé dans une famille bourgeoise qui par éducation, ne parlait jamais de ces choses-là. La religion est aussi... alors la religion, elle parle tout le temps de sexualité, mais toujours de manière extrêmement négative, avec la question de la pureté, qui est une question... un mot abominable, puisque si on n'est pas pur, on est souillé, donc on est sale. Et donc la religion
parle tout le temps de sexualité, mais jamais correctement. Donc, oui, le tabou, il est familial, mais je dirais que beaucoup de personnes, en tout cas, vivent la même chose. Quelle a été la réception chez vos lecteurs de Pucelle ? Alors j'ai eu beaucoup de personnes, justement comme ce que je vous dis, qui me disent mais j'ai vécu la même chose, pas du tout la même famille. En ayant, mais exactement la même chose. Et puis des gens qui sont de générations précédentes et des gens qui sont des jeunes filles qui ont 18 ans, quoi. Et vous vous attendiez à ça, au fait Pas du tout. Non. Et qu'est-ce qui a été le plus excitant, le plus galvanisant pour vous dans l'écriture de cette série ? Me faire rire. Oui, c'est important que vous parliez du rire, parce que c'est drôle. J'espère. Parce que c'est drôle, parce qu'il y a de la malice, parce qu'il y a un ton qui est parfois léger, qui est parfois plus dur, mais tout ça est très, j'ai envie de dire, en équilibre. Comment est-ce que vous avez, alors bon, c'est peut-être une alchimie magique que vous avez réussi, mais comment est-ce que vous avez pensé cet équilibre entre violence, rudesse, joie ou en tout cas légèreté ? J'aime beaucoup le contraste. Ouais. J'aime beaucoup le contraste et pour moi l'humour, c'est l'humour que je préfère, c'est celui qui va dans une veine tragicomique, comme peut le faire Charlie Chaplin, qui est toujours extrêmement triste et extrêmement drôle, mais tout ça en même temps. Et donc j'ai choisi d'être drôle par le dessin et plus grave avec une voix off qui est intéressant, plus on va dire plus adulte ou plus intime. C'est presque l'intimité qui est décrite par la voix off et l'humour par le dessin. Très bien. Et alors ce deuxième dont il faut parler, qui est présent, qui est là sur la table, confirmé après débutante, comment s'est passée l'écriture de ce deuxième tome ? Comment est-ce que vous avez travaillé ? Racontez-nous. J'ai travaillé de manière extrêmement efficace, comme tout le monde. J'étais confinée, je n'avais que ça à faire, et donc j'ai travaillé très vite. Très vite. Ouais. Donc là encore, on parle de fluidité depuis le début. C'était quelque chose qui devait sortir et qui sortait très bien. Alors, l'écriture sort toujours très mal, avec une première version très déceptive, mais qui doit être posée. La réécriture me prend toujours beaucoup de temps, et tant que je suis pas contente de ma réécriture, je ne dessine pas. Voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est très clair. Ouais. Par contre, une fois que c'est fait, les pages, ça va très vite. Donc l'écriture est plus compliquée, ou en tout cas moins évidente que le dessin. Elle demande plus de travail, mais c'est un travail intellectuel et que je trouve fascinant. Non, c'est une difficulté plaisante. Pourquoi en avoir fait deux ? Alors au départ, il y avait un seul album, mais l'écriture, c'est comme une aventure. C'est-à-dire qu'une aventure où on sait où on va, on sait combien de temps ça va nous prendre. C'est pas une aventure. Ouais. D'accord. Et donc, comme je suis pas créatrice de contenu, c'est la différence. Eh bien, le chemin de l'écriture, il m'a amené plus loin que prévu. Et avec mon éditrice, on a convenu ensemble qu'il fallait faire deux albums. Vous êtes quelqu'un qui fonctionne plutôt à l'instinct ? Oui. L'intuition ? Et donc justement, la sortie de ce livre, quels sont vos rituels d'écriture ? Comment est-ce que et de dessin ? Alors, donc je travaille chez moi. Oui. Et je dois toujours être bien habillée pour commencer à travailler. Je peux pas travailler en pantoufles, en jogging. Je peux faire beaucoup d'autres choses comme ça, mais vraiment le travail, c'est bien habillée, parfaitement prête. Pour ensuite donner... c'est comme une politesse que je fais à mes personnages, par exemple. Oui, je comprends. Une présentation, une consistance qui fait que... Voilà. Et plutôt le matin, plutôt l'après-midi ? Plutôt le matin. Pour l'écriture. Et ensuite, les pages, c'est n'importe quand. N'importe où d'ailleurs. C'est beaucoup plus... Avec de la musique, avec des films, c'est... Ouais, c'est l'écriture qui me demande beaucoup de concentration. Je supporte pas les autres à ce moment-là. Donc en solitude complète. Ouais. Et alors c'est tout le temps ? Est-ce qu'il y a des pauses parfois ? Ou quand ça vient pas et c'est pas grave ? Ou... Non, je me force. Non. L'écriture, il faut aller la chercher. Si ça vient pas, c'est que on sait pas s'efforcer. Voilà. Donc il y a une rigueur que vous vous imposez. Oui, bien sûr. Mais l'écriture, c'est vrai que j'essaye d'avoir 2 ou 3 mois sans voir personne
pour me consacrer à ça et être ne pas avoir une temporalité hachée par d'autres activités. Et quelles sont vos influences? Où est-ce que vous puisez l'inspiration? C'est très difficile de dire ça m'a influencé, ouais, ça m'a... Mais voilà, je vous ai parlé de famille, d'auteurs tout à l'heure. Je pense qu'ils m'ont beaucoup influencé, comme d'autres autrices. Très bien. Et on a beaucoup de bruit autour de nous. Ce sont des admirateurs, voilà. Exactement, ce sont des admirateurs, Florence, et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez ce livre face à vous, là? Il vous appartient plus? Non, je relis pas mes albums. Une fois qu'ils sont sortis, effectivement, comme vous le dites, c'est une mise à distance. Alors, je parlais de théâtre, on peut aussi parler d'objets presque religieux. C'est une relique qu'on pose sur la cheminée et qui est là, voilà. Mais que je ne relirai pas. Que vous ne relirez pas. Très bien. Alors, c'est bientôt la fin de notre échange. Mais avant de terminer cette interview, j'ai quelques petites questions pour vous. Est-ce que vous êtes prête? Ai-je le choix? Oui, quand même, on a toujours le choix, heureusement. Le dernier livre qui vous a touché? C'est le dernier livre que j'ai lu, c'était Fille de Camille Laurence. Le dernier livre qui vous a fait rire? C'était j'ai relu un des tomes de Marion Montaigne. Tu mourras moins bête, ça me fait pleurer de rire. Voilà, et donc c'est le dernier que j'ai relu récemment et sur lequel, voilà, comme d'habitude, je m'esclave. Très bien. L'écrivain ou l'écrivaine qui vous a donné envie d'écrire? Tous. J'ai lu de manière compulsive depuis ma plus tendre enfance à peu près tout ce qui me passait sous la main. Donc je peux citer personne. Donc citons tout le monde. Et vous lisiez quoi? De tout? Tout. Ça allait de Jojo Lapin au Capitaine Fracasse. Donc bon, voilà. À 10 ans, j'avais lu tout Dumas. Ah oui. Donc et tout Jojo Lapin. Et encore aujourd'hui, beaucoup de lectures? J'ai moins de temps. Ouais. Très bien. Un lieu pour s'évader? À l'intérieur de son cerveau. Le livre qu'il faut absolument avoir lu avant de mourir? Pas le mien, non. Non, mais non, il n'y a pas un livre. Il faut lire le plus possible. C'est important de lire? C'est absolument nécessaire. Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Florence. Merci pour cet échange. Merci à vous qui nous avez suivis en live sur le compte de la Foire du Livre. C'est une rencontre à retrouver en podcast et également sur le compte YouTube de la Foire du Livre. Merci beaucoup Florence Dupré-Latour. On invite évidemment tous ceux qui nous écoutent et nous regardent à lire et à acheter votre livre, la série Pucelle avec Débutante et Confirmée qui va sortir le 21 mai, donc très prochainement. Et c'est aux éditions d'Argo. Merci à vous.